Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Lumière intérieure. J'ai le plaisir de recevoir ce soir un des maîtres du thriller français, un auteur prolixe, 25 livres en 18 ans, un auteur à succès, près de 7 millions de livres vendus en France depuis 2002. Maxime Chatham est notre invité ce soir. Bonsoir Maxime Chatham. Bonsoir. Alors, votre dernier roman, Illusion, vient de paraître chez Albin Michel. Alors, pour s'évader en plein confinement, il n'y a pas mieux que Illusion, puisqu'on se retrouve dans une superbe station alpine en plein été, station qui est fermée parce que voilà, la saison des sports d'hiver est terminée. Il y a une quinzaine de saisonniers qui sont là, qui bossent, et puis il y a Hugo qui arrive. Il a lâché Paris sur une déception sentimentale. Il a eu envie de tourner une page dans sa vie et débarque là, dans ce paysage qui est magnifique. Et il est là pour se changer les idées, mais il n'imaginait pas à quel point il allait se changer les idées. Comment est-ce que vous est venue cette idée de ce roman ? En fait, j'avais depuis très longtemps envie d'écrire ce livre, mais la comparaison avec Shining de King ou de films de Kubrick était trop évidente et je me suis interdit. En fait, j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas passer après des maîtres pareils et qu'il y aurait forcément une comparaison que je ne serais pas capable de tenir. Donc, je me suis interdit. Et puis, à un moment, j'ai accepté le fait que chacun fait les choses à sa manière, avec ce qu'il sait faire, et qu'il fallait arrêter de penser systématiquement aux grands maîtres qui ont déjà tout fait. Et je me suis lancé. Et l'idée est simple, j'avais toujours eu envie d'écrire une sorte de huis clos, pas sur une île. Je me souvenais du roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres, qui m'avait marqué dans mon enfance. Mais en même temps, j'avais quand même envie de quelque chose un peu étrange qui soit à la fois sur Terre, et puis ces grandes allées, ces grands couloirs interminables typiques des stations de ski, les tempêtes d'été à la montagne. Et petit à petit, comme ça, une atmosphère s'est construite. Et je me suis imaginé une intrigue avec peu de personnages dans laquelle on passerait son temps à se dire qui est le coupable. Et puis, au bout d'un moment, finalement, et si c'était peut-être pas l'un d'entre eux, est-ce que c'est notre héros qui est pas fou ? Est-ce que c'est un roman policier ? Est-ce que c'est un roman fantastique ? J'avais toutes ces hypothèses devant moi et j'essayais de construire mon roman en faisant en sorte que tout ça tienne. Il y a pas mal de références à Stephen King. D'ailleurs, vous en jouez beaucoup. Bien sûr. Quand il y a cette scène dans le grand couloir, il se retrouve tout seul. Forcément, quand vous installez l'histoire dans cette immense station de ski, on pense à Jack Nicholson perdu dans cet hôtel au fin fond de l'hiver. Je ne sais plus dans quel état des États-Unis. Là, on est en été. Votre roman s'ouvre sur un prologue qui met en scène un des personnages clés de votre histoire et qui a un côté extrêmement diabolique. Bien sûr. Lucien Straffa, le plus grand magicien de tous les temps. J'avais envie de jouer avec ça parce qu'un roman qui s'appelle L'Illusion, c'est un roman qui finalement parle du tour de passe-passe qui est un thriller. Je vous montre ce qui se passe dans cette main-là et puis en fait de l'autre main, je suis en train de mettre en place la fin du tour et vous ne l'avez même pas vu venir alors que c'était sous vos yeux. Et un bon roman policier pour moi, ça fonctionne de cette manière-là. Alors j'espère que j'ai réussi à atteindre mon objectif avec ce livre-là. Ah oui, ça, on ne voit pas la fin venir, je peux vous l'assurer. Merci. Mais en l'appelant L'Illusion, il fallait forcément qu'il y ait une figure centrale qui soit celle du magicien. Et je m'en suis sorti en imaginant... Parce qu'en fait, je m'étais fixé tout un tas de critères qui étaient nécessaires pour moi dans ce roman, qui étaient d'abord la station, elle a une histoire, qui l'a construite, ce personnage étrange qui la domine dans son chalet en haut, personnage dont on ne voit jamais vraiment le visage, en tout cas pendant très longtemps. Et en même temps, cette station, pour moi, c'était une allégorie du paradis perdu. Et j'avais envie d'aller au bout du principe. Donc, il y a un des personnages, je ne vais pas trop en raconter sur le livre. C'est toute la difficulté de parler de votre livre Exactement. sans dévoiler Mais oui, il y a un personnage l'architecture. Exactement, qui est une femme forte dans le récit, centrale pour ce qui va s'y passer. Il y a le héros, et puis à eux deux, bah oui, c'est Adam et Ève, quelque part, dans cette espèce d'îlot paumé, où en fonction de ce qu'ils vont faire, ils risquent de perdre de plus en plus de leur innocence. Et au-dessus d'eux, il y a cette figure tutélaire
qui a tout créé, c'est vrai, qui maîtrise tout. J'avais jamais imaginé votre roman comme ça, mais c'est vrai, il y a ce personnage qui regarde, qui est au-dessus, et qui regarde ce couple danser tout au long de l'histoire, avancer. C'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ce couple de la Genèse avec ce personnage qui les regarde au-dessus. C'est comme ça que vous l'avez imaginé. Bien sûr, et en fait, dans tout le récit, il y a cette tentation permanente. La tentation pour le lecteur d'aller plus loin pour découvrir la vérité en accélérant les pages, mais pour le héros même, la tentation de prendre parfois des biais qui ne sont pas les bons pour atteindre ses objectifs. Et je ne peux pas trop raconter sur la fin, mais toute la fin fait sens entre cette figure suprême qui domine et puis, voilà, ne serait-ce même que la station. Il y a un plan de la station au début du roman. Rien que le plan en soi raconte une histoire qui est liée à tout ça. Et là encore, je vais essayer de ne pas dévoiler la fin, mais je peux quand même dire que l'épilogue met en scène deux personnages, un dont les initiales sont JC et l'autre Marie. Et finalement, cet épilogue-là résume quelque part tout ce qui s'est passé dans le roman. Et j'ai voulu vraiment construire le livre de cette manière-là. C'est drôle parce que c'est des clés que vous donnez qui ne m'étaient pas apparues comme ça. Et c'est vrai qu'à vous écouter, je me dis, mais oui, c'est une évidence, bien sûr. Parce que Marie, on la voit brièvement, JC, on le voit tout au long du livre. Et puis, c'est vrai qu'à cette lecture-là, c'est assez frappant. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à vous, Maxime Chatham. J'ai commencé par lire votre fiche Wikipédia, comme tout le monde doit faire. Et puis, il y a une phrase extrêmement brève, elle est même lapidaire. Maxime Chatham est un romancier français qui, à la suite d'études en criminologie, s'est spécialisé dans le roman policier. Et je ne peux pas imaginer que c'est parce que vous avez fait cette étude de criminologie, cette année d'études, que vous avez dit, tiens, je vais écrire. Ça vient de beaucoup plus loin, cette envie d'écrire. Oui, bien sûr. En fait, j'ai fait la crimino pour pouvoir écrire des romans policiers. C'était uniquement pour avoir un socle de compréhension, de connaissances sur ce qu'est la criminologie dans son ensemble, que j'ai fait ces études-là. Moi, j'écris depuis que je suis gamin. J'ai toujours eu besoin de ça. Essentiellement, et si je vais faire des grands raccourcis, parce qu'en gros, je ne trouvais pas mon compte dans le quotidien. J'adorais lire, j'adorais regarder des films, des séries, mais mon quotidien ne me plaisait pas, le monde dans lequel j'évoluais ne me plaisait pas. Et j'ai trouvé un moyen de me raconter une histoire qui me semblait beaucoup plus intéressante que celle du quotidien, c'était l'écriture. Le monde que vous décrivez, il n'est pas forcément beaucoup mieux que le quotidien. Oui, alors heureusement qu'on ne le dit pas tous comme Hugo. Oui, non, bien sûr. En fait, pendant très longtemps, j'ai écrit des histoires qui étaient plutôt des histoires d'aventure. Et puis, petit à petit, j'ai découvert la littérature policière. Et là, c'est le défi intellectuel de l'écriture du roman policier qui m'a fasciné. Je me suis dit, est-ce que moi, j'aime écrire, j'aime créer des histoires des personnages. Est-ce que je suis capable d'écrire une histoire comme ça, avec une fin surprenante, en ayant cette espèce de compréhension globale avant même de l'écrire? Est-ce que je suis apte à écrire ce type de récit-là? Et c'est comme ça d'ailleurs que m'est venue cette obsession de l'histoire. Une bonne idée ne marche pas si en réalité elle n'illustre pas quelque chose derrière. Et c'est pour ça que dans l'illusion, il y a le roman qu'on lit comme un divertissement, et puis à un moment, si je vous donne quelques clés, vous allez y voir autre chose qui est cachée. Ouais, c'est ce que vous venez de faire. Exactement, c'est ce dont on parlait à l'instant. Mais pour moi, un bon roman, c'est ça. C'est un bon divertissement, je suis surpris, je suis embarqué avec des personnages, j'espère attachants. À la fin, je tourne la dernière page, je me dis « Waouh, j'ai pas eu le temps passer ». Mais après, il faut qu'il me fasse réfléchir inconsciemment. Et puis petit à petit, si on donne du temps à ce roman-là, on se rend compte qu'il y a d'autres choses. Il y a des clés qu'on n'a pas vues de manière évidente au début et qui vont nous amener à penser le livre et du coup peut-être un peu notre quotidien, le monde autrement. Et je ne peux pas écrire un livre si je n'ai pas ces deux visions-là dans un de mes livres. Alors, par exemple, pour l'illusion, quelle était l'idée que vous aviez, ce quotidien autrement, parce qu'il est très marqué par... Il y a quelque chose de diabolique dans l'illusion. On ne sait pas si c'est humain ou si c'est vraiment diabolique, mais du coup, quelle leçon on peut en tirer, sans dévoiler toujours le roman? C'est quoi? Vous parliez de JC, de Marie, de Lucien Straffa, là-haut dans la montagne. Oui, bien sûr. Encore une fois, je ne peux pas dévoiler la fin, mais... c'est toujours la difficulté. Oui, je peux quand même dire que c'est un livre qui pose la question de qu'est-ce qu'est le diable. Est-ce que le diable, c'est les autres? Est-ce que c'est une entité ailleurs ou est-ce que c'est en nous? Est-ce qu'on porte en soi les germes du mal? Et le livre pose cette question parce que pendant tout le livre, on se dit qui est derrière tout ça? Lequel de tous ces personnages que j'ai sous mes yeux est le coupable et pourquoi? Et à un moment, on commence à se dire très vite, je pense,
Et si c'était le héros de l'histoire? Est-ce qu'il a ça en lui? Est-ce que je ne suis pas, moi, lecteur, berné quelque part par ce personnage, donc par le romancier? Et puis à un moment vient aussi la question de, et s'il y avait autre chose au-dessus d'eux, une entité, un être humain, une créature, on ne sait pas. Et donc, finalement, le mal, d'où est-ce qu'il vient? Et ça, c'est une question qui m'a préoccupé quasiment pendant toute ma carrière de romancier. Qu'est-ce que c'est que le mal? Et comment est-ce qu'on peut le définir dans une société comme la nôtre aujourd'hui, quand on met de côté juste le mal, c'est ce qui n'est pas bien? Non. Est-ce qu'il y a une définition concrète qui peut s'adapter à notre quotidien ultra concret et réaliste du mal? Est-ce que c'est possible de le définir? Et de livre en livre, j'essaye d'affiner cette définition. Et alors, si vous deviez donner une définition du mal aujourd'hui, au stade où vous en êtes, moi j'ai compté 25 romans, vous m'avez dit je ne sais pas. Mais au bout de ces 25 romans, est-ce que vous commencez à cerner ce mal qui est la question du siècle, hein? En fait, moi, j'ai réussi à me faire ma définition de ce qu'était le mal, et notamment en étudiant le crime, en étudiant beaucoup les tueurs en série, qui sont l'incarnation finalement du croque-mitaine des temps modernes. Ouais. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le monde s'est construit avec une bipolarité spirituelle assez simple, le bien, le mal, Dieu, diable, etc. Puis la science est arrivée là-dedans et a mis tout ça un peu plus de côté. Puis la psychanalyse, on a rajouté une couche en disant non, en réalité, on peut dire qu'il y a des monstres, mais ils ne sont pas vrais, ils sont sous le lit, dans le placard, dans votre tête en gros. Et puis petit à petit, aujourd'hui, on se dit oui, mais dans cette société où on cherche, on est en quête de sens permanente, on a besoin de trouver un sens à ce qui est bien, et le tueur en série incarne ça. Et je pense que c'est pour ça que ça marche autant, les séries, les films et les romans policiers qui parlent de crime et donc très souvent de tueurs en série. C'est parce qu'il incarne quelque chose de réel, de plausible. Le tueur en série, ça existe, on le sait, voilà, c'est concret. Et en même temps, dans ses motivations, il y a quelque chose qui nous échappe. On ne peut pas dire que les tueurs en série, on les comprend, on les identifie clairement aujourd'hui. Parce que quand on dit oui, mais c'est des gens qui ont une enfance terrible, mais non, mais attendez, 99,9% des gens qui ont des enfances abominables deviennent des gens très bien. Oui, et même quelques tueurs en série reconnaissent qu'ils ont des enfances très bien, donc ça ne vient pas de là. Il y a quelque chose de très mystérieux. Il y a autre chose, voilà. Ouais. Il est à cheval entre notre réalité et quelque chose qui nous échappe. Donc ce croque-mitaine des temps modernes, il me passionne, il m'intéresse, je le décortique pendant 20 ans, j'ai fait des romans sur le sujet, et il m'a aidé à mieux comprendre, notamment en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait plus de tueurs en série dans certains pays que dans d'autres, comment ça se construisait. Et tout ça, de livre en livre, ça m'a aidé à comprendre et à me faire ma définition du mal. Alors pour moi, le mal, c'est le hiatus qui existe entre ce que l'homme croit qu'il doit être, cette espèce de parangon de vertu, on doit se comporter comme ça, c'est essentiel parce que voilà, on a un modèle à suivre, et la réalité de ce qu'il est fondamentalement, biologiquement, et même, j'ai envie de dire, animalement. Et l'incarnation de ça, c'est le pays où il y a le plus de tueurs en série par habitant, c'est les États-Unis. Cette société-là, elle est tordue, distordue en permanence entre le puritanisme excessif de sa société et en même temps, si vous regardez bien, c'est la société qui produit et consomme le plus grand nombre de films pornographiques. C'est la société dans laquelle le culte du corps est permanent et en même temps, c'est le pays de la malbouffe. Et les exemples comme ça sont permanents sur cette société. Donc en fait, si vous n'avez pas cette espèce d'élasticité mentale, cette plasticité même spirituelle très très forte en vous, vous êtes tiraillé en permanence entre ce que vous devez être et ce que vous êtes vous-même, et ça casse. Et donc ça donne naissance aux tueurs en série. Dans cette espèce de hiatus entre ce que l'on doit être, ce que l'on croit qu'on doit être, et ce qu'on est vraiment, c'est là que se niche le mal. C'est ma définition. Non, mais elle est extrêmement intéressante. On sent l'homme qui a réfléchi, qui a pensé et qui s'est appuyé sur des études scientifiques. Et on sent celui qui a fait notamment des études de criminologie. On va se faire une première pause, Maxime Chatham, sur ça, comme ça va permettre à tout le monde de réfléchir à cette notion du mal, si elle correspond à notre notion du mal personnel. Et puis, on va partir dans la deuxième partie de l'émission. Alors, cette deuxième partie, je vous l'explique, on va vous proposer des mots pendant une trentaine de minutes, à charge pour vous de réagir, mais de façon très spontanée à ces mots. Vous avez libre cours. C'est votre émission. Voilà. Je vous laisse. Vous allez être tout seul, mais vous inquiétez pas, on n'est pas loin. Okay. Je suis bavard. Hein, attention. Oui, il n'y a pas de problème. À tout de suite. À tout de suite. Tout va bien ? Super. Donc le principe de cette deuxième partie, je voulais rappeler, c'est qu'on va vous proposer différents mots à charge pour vous de nous dire ce qu'ils vous inspirent. Le premier mot d'entre eux, Maxime Chatham, c'est souterrain. Je suis fasciné par les souterrains, quels qu'ils soient, les souterrains des villes, parce que déjà quand j'étais gamin,
J'allais me balader dans les catacombes de Paris et dans les égouts de ma ville aussi. C'était mon moyen à moi de m'amuser. Donc il y avait déjà quelque chose de bizarre chez moi, je pense, à l'époque. Et puis en poussant le truc, je me suis rendu compte que j'adorais tout ce qui était souterrain, les souterrains des hommes, des femmes, leur personnalité, sur quoi est-ce qu'ils se construisent, mais quelles sont leurs fondations, mais surtout ce qu'il y a en dessous en réalité, au-delà même des fondations. Qu'est-ce qu'ils ont enterré consciemment et inconsciemment dans leur personnalité? C'est ce qui me fascine le plus chez les autres. Ça doit être assez parlant sur ce que... Enfin, chez un psy, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Sur vous ou sur les autres? Sur moi, sur cette fascination de ce qu'il y a de plus sombre chez l'autre. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les méandres de l'âme humaine? Je crois que j'ai commencé à m'intéresser à l'être humain dans ce qu'il était, dans sa construction quand j'étais ado, parce que j'avais finalement besoin de me rassurer en allant explorer ce qu'il y a de plus sombre, ce qu'il y a de pire chez l'autre. C'est le meilleur moyen finalement d'ensuite savourer ce qu'il y a dans la lumière. Et je crois que j'étais un adolescent qui a besoin de se rassurer. J'étais assez misanthrope et pas très optimiste sur la nature humaine, sur ce qu'on était capable de faire. J'ai grandi dans les années 80 avec des gens qui me disaient un jour, on va tous finir dans une guerre thermonucléaire parce qu'un type aura appuyé sur le bouton rouge. Et du coup, j'essayais de comprendre, pour me rassurer, ce qu'il y avait de pire chez l'autre. Et donc, ça s'est construit comme ça et ça m'est resté. Et aujourd'hui, je continue, quand je rencontre quelqu'un, à un moment ou à un autre, si je pousse la curiosité, de vouloir comprendre ce qu'il a dans sa part d'ombre, finalement. Vous pensez qu'on a tous une part d'ombre? Alors, j'en suis convaincu. Je pense qu'on a tous une part d'ombre plus ou moins importante, elle est consciente ou pas, ça dépend. Moi, mon travail de romancier, parce que j'écris des romans noirs, a consisté notamment pas mal à explorer ma propre part d'ombre, comprendre d'où me venaient certaines curiosités un peu macabres, et puis au-delà de ça, voir sur quoi je m'étais construit, y compris ma propre part d'ombre. Pour une raison très simple, une raison qui est, j'ai besoin de connaître ma part d'ombre pour pouvoir savoir ce que je peux y puiser en forme pour l'inspiration, tout simplement, pour mes romans, pour mes personnages. Et, donc c'est un travail, l'écriture, c'est un travail de psychanalyse. C'est Stephen King d'ailleurs qui disait qu'il écrit parce qu'il n'a pas le choix et parce que ça lui a permis finalement d'économiser des milliers de dollars de psychanalyse. Est-ce que vous pouvez dire la même chose côté psychanalyse, mais surtout parce que vous n'avez pas le choix? Ouais, je pense. Je pense que si j'avais pas pu vivre de mon écriture, je serais quand même quelqu'un qui écrit, je serais un écrivain et pas un écrivain. Et je passerais mon quotidien à travailler probablement pour vivre, pour payer les factures, comme tout le monde, mais j'aurais besoin d'écrire, c'est plus fort que moi. Parce que dans la démarche d'écrire, il y a... c'est cathartique, il y a un cheminement... l'écriture, on commence profondément en soi et on termine vers l'autre. Et je crois que j'ai besoin de ça. D'ailleurs, je dis toujours que quand j'écris, à l'instant où j'écris, je suis très égoïste. Je n'écris que pour mon propre plaisir. À l'instant où je commence à me relire, je commence à penser à l'autre et donc j'écris pour l'autre. Et cette espèce de démarche comme ça, moi, l'autre, cet équilibre-là, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour mieux me connaître, pour travailler sur moi en permanence quelque part, pour me rassurer parce que, je le disais tout à l'heure, j'écris pour décortiquer le monde. Et donc, à un moment aussi, j'ai envie de partager tout ça et c'est un moyen de se sentir moins seul quelque part aussi. Vous êtes toujours aussi misanthrope? Je suis quelqu'un d'optimiste sur le court terme et de pessimiste sur le long terme. Donc, dans cette espèce d'ambivalence, je trouve mon équilibre. Au quotidien, je prends toujours le verre à moitié plein, mais sur le long terme de l'humanité, je n'ai pas hélas, cette fraîcheur-là, si on peut dire. Donc, ouais, je me suis construit comme ça, en tout cas. Quelle part de vous-même mettez-vous dans vos romans ? Alors ça, c'est un grand jeu que j'ai avec moi-même d'abord et avec le lecteur ensuite. C'est de noyer le poisson. Je mets toujours beaucoup de moi dans mes livres, mais je le noie dans tout un tas d'éléments qui sont de la création pure. Et donc je mets au défi même les gens, et surtout les gens qui me connaissent bien, de savoir sur quelle ficelle tirer pour aller vers ce que je suis moi vraiment et pas ce que je vous fais croire. Et ça, notamment ma femme, quand elle relit mes manuscrits, souvent elle me regarde et elle me dit « ça c'est toi ».
Et à un autre passage, elle s'arrête, elle dit « Ce moment-là, on va croire que c'est toi, alors que moi je te connais, je sais que c'est pas du tout ce que tu penses. » Et c'est un vrai jeu, c'est très stimulant un matin de se lancer, de se dire « Tiens, aujourd'hui, avec ce personnage-là, je vais le faire penser de telle manière, alors que c'est pas du tout mon mode de pensée, ça n'est même pas du tout mes convictions, mais je vais faire en sorte qu'on puisse y croire. » Vous parliez tout à l'heure de la double lecture qu'on peut faire sur vos romans, notamment sur le dernier en date, Illusion. C'est quelque chose que vous cherchez à faire systématiquement. C'est quelque chose qui vous semble important, de ne pas rester à ce premier stade, qui est le stade de l'horreur, qui est déjà extraordinaire quand on lit un roman, qu'on est happé, qu'on n'arrive pas à le lâcher. Vous dites, ça doit servir à autre chose, ça doit servir à faire réfléchir. Oui. C'est ma conception d'un livre. Enfin, c'est pas ma conception à moi, dans le sens où je ne l'ai pas inventé, bien sûr, mais pour moi, un bon roman, c'est ça. C'est un livre qui va me divertir, mais qui aussi va m'accompagner dans ma réflexion. Je vais quand même consacrer un bout de ma vie à lire un livre. Et j'ai envie que ce bout de vie-là ne soit pas que du divertissement. Même si j'adore le divertissement, j'ai quand même envie d'en tirer quelque chose qui fait que je vais être un petit peu plus enrichi quelque part. J'adore la phrase de Saint-Exupéry qui consiste à dire que si je diffère de toi, je t'enrichis. C'est vrai, un livre qui est un peu différent va m'emmener dans d'autres pistes de réflexion. Et pour moi, c'est ça, c'est fondamental quand j'écris un livre. Mais c'est ce qui me permet aussi de faire le tri entre une bonne et une mauvaise idée. Des idées, c'est mon métier de romancier. Si j'en avais pas plein tout le temps, je ne ferais pas ce métier, je trouve autre chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'une idée dans la journée est meilleure qu'une autre ? C'est tout simplement qu'à un moment, cette idée-là va me permettre d'illustrer une réflexion, un questionnement. Voilà, je vais entraîner le lecteur avec cette idée-là dans un raisonnement qui va être un raisonnement que moi j'ai travaillé en amont pendant plusieurs mois souvent. Et à la fin du livre, si j'ai réussi ma mission, on se sera bien amusé ensemble. Mais vous, dans votre coin, vous allez pouvoir continuer de gamberger un petit peu à ce qui a été traité dans le livre. Merci. On va passer au deuxième mot qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, mais qui mérite d'être creusé, c'est mal. Alors, le mal, c'est une notion fondamentale dans ma vie et dans ma carrière de romancier, puisque mon premier roman publié s'appelait L'âme du mal. Et quelque part, je pense que c'était prémonitoire sur la suite de ma carrière. J'ai toujours voulu comprendre ce qu'était le mal. D'abord parce que je m'interrogeais finalement. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. J'ai besoin de faits pour étayer mes réflexions. Et donc, le mal, comment est-ce que je pouvais l'incarner pour y réfléchir ? Et donc, cette piste du tueur en série a émergé assez rapidement, on en parlait tout à l'heure. Mais au-delà de ça, je pense que moi qui aujourd'hui ai des enfants, j'en avais pas à l'époque, j'ai envie de leur transmettre ce questionnement autour de ce qui est bien et de ce qui est mal. Est-ce que le bien, c'est uniquement ce que la société me met comme cadre ? Et donc, c'est une société qui n'est pas nécessairement moi, mais dont je fais partie, qui doit me dicter ce en quoi je dois croire, le bien, le mal. Ou bien est-ce que c'est une définition plus personnelle ? Est-ce qu'il y a une introspection forte ? Est-ce que ce sont un mélange des deux ? Voilà, toutes ces questions. J'ai envie d'en parler avec mes enfants, j'ai envie de pouvoir leur dire le mal pour moi c'est comme ça, c'est ça, voilà ce que tu dois te poser comme question quand tu vas grandir pour être quelqu'un de bien, et ça va au-delà simplement du fait du fait religieux, de la quête spirituelle. C'est juste quelqu'un de bien, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a des valeurs et qui estime que ces valeurs sont bonnes et qui va faire ce qu'il faut pour y coller. Donc toute ma vie en fait de romancier, et je me rends compte aujourd'hui d'homme, de papa notamment, mais même de mari finalement. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, on prend un exemple tout bête, qu'est-ce qui fait qu'un homme ne va pas tromper sa femme ? Il a des valeurs, même s'il sait qu'elle ne le saura jamais, il va essayer de s'y tenir, et la tromper c'est mal. Mais pourquoi c'est mal ? Si elle ne le sait pas, il fera de mal à personne. Parce que c'est mal vis-à-vis de lui-même, parce qu'il s'est construit dans une réflexion, dans une construction personnelle qui l'amène à essayer de se dépasser face à la tentation, face à des tas de choses. Et voilà, toutes ces questions m'obsèdent depuis que je suis gamin. Et je me rends compte qu'à tous les moments de ma vie, et selon tous les prismes que je vais prendre, romancier, père, homme, mari, le mal se pose d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez, il n'y a même pas besoin de mettre dans l'équation la notion même de Dieu ou du diable. Je pense que le mal est beaucoup plus générique et large que ça. Tout à l'heure, vous évoquiez votre notion du mal en parlant d'une forme de distorsion. C'est un peu ça, le mal, c'est cette distorsion entre l'homme
bien et l'homme, entre le mal et le bien qui s'agit dans une même personne, en fait? Oui, il y a de ça, bien sûr. Au-delà de ça, c'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui est du domaine dans ce qu'est le mal, finalement, il y a qui on est fondamentalement à la base. Comment est-ce qu'on se construit? Personne ne vous oblige à croire en ça, à avoir ces valeurs-là. C'est vous qui allez vous les faire tout seul. Est-ce que vous allez y adhérer ou pas? Le mal, ça renvoie à soi. C'est quelque chose de très personnel. C'est de l'introspection. C'est une notion qui est fascinante. C'est aussi, je reprends le mot distorsion, une distorsion entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a être et avoir, le mal est là, rien que dans cette définition-là. Et puis, au-delà de ça, finalement, on peut se faire du mal à soi, physiquement, moralement. Il y a la façon dont on perçoit les choses. Et puis, le maître mot de tout ça, c'est la communication avec soi-même, ce qu'on s'avoue, là où on se ment. Et puis avec l'autre, très souvent, on se rend compte que les problèmes entre deux personnes sont des problèmes de communication. Ben là aussi, vous pouvez définir que le mal, c'est un problème dans la communication. À force de côtoyer des tueurs en série, à force d'accumuler les cadavres, est-ce que cela a influencé votre vision de l'homme? Non, ça m'a même plutôt rassuré, en fait, parce qu'on parle quand même de petite niche, c'est quasiment personne quand on voit l'ensemble de l'humanité. Mais c'est intéressant d'explorer ce qu'il y a de pire chez ces individus extrêmement rares, parce qu'encore une fois, quand on a mis de la lumière dans les ténèbres, finalement on a un peu moins peur de ce qui peut s'y cacher. Et vous savez, on vous fait rentrer dans une pièce noire, vous ne savez pas ce qu'il y a, vous serez mal à l'aise. On met un coup d'interrupteur, vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a personne, tout va bien. Bah, c'est ce que je fais dans mon travail au quotidien, c'est que j'essaie de mettre des coups de lampe torche dans l'obscurité, dans des zones inconfortables de ténèbres. Et la vraie question, c'est jusqu'où vont ces ténèbres? Ce sont des ténèbres personnelles d'un auteur, moi, mais ce sont aussi parfois les ténèbres d'une société, d'individus, des ténèbres collectives qu'on se construit. Et voilà, j'aime bien chercher à les identifier et à les braquer un petit coup de lumière avec finalement ma lampe torche à moi, c'est mon stylo. Dans votre prologue, j'en parlais tout à l'heure, vous introduisez un personnage qui est central dans tout le roman, un personnage quasi diabolique. Et je me posais la question de savoir si le diable, pour vous, existe. Je n'ai pas la chance de croire profondément, en tout cas d'être traversé par ça, que ce soit le diable, parce que si on croit en Dieu, on croit au diable, si on croit au diable, on croit en Dieu. Mais je suis quelqu'un de très curieux et je pense que la croyance et la curiosité sont presque similaires. La distinction, c'est que dans la croyance, il y a peut-être une forme de certitude ou d'espoir qu'il n'y a pas dans la curiosité. Curiosité, on attend, on espère. Et du coup, je ne crois pas que le diable existe tel qu'il est défini à l'ancienne, on va dire. En revanche, pouvoir mettre dans un mot générique que serait le mot diable tout un tas de problématiques qu'on a du mal à définir autrement, ça oui, je pense qu'il y a et si on va au bout des comparaisons, des métaphores, oui, on peut considérer qu'il y a une forme de diable qui existe dans les temps modernes, mais c'est dans cette incompréhension de l'autre, c'est dans l'obscurantisme finalement. Si on suit cette réflexion, on peut aussi se demander ce que représente la mort pour vous. J'ai envie de dire que je vais plutôt vous donner ma définition de la vie pour mieux comprendre la mort. Vous préférez la lumière à l'ombre? En fait, j'ai une fascination pour les deux, c'est-à-dire que je suis fasciné et je vais explorer régulièrement l'ombre, mais du coup, j'ai besoin de la lumière pour y retourner régulièrement, pour me poser. Je considère, et je l'ai écrit c'est une phrase que j'ai mis dans plein de mes livres, parce que c'est une petite phrase toute simple, mais qui raconte plein de trucs en peu de mots. Je considère que la vie n'est qu'un flash de conscience dans l'éternité. Et finalement, c'est aussi une définition de la mort. On va passer au troisième mot, qui est rêve. J'en ai beaucoup.
Et c'est parce que j'ai des rêves que je suis assis là aujourd'hui. Je me suis battu pour ces rêves. Je me bats pour les garder et pour garder cette âme de rêveur. J'étais un adolescent rêveur, je suis un adulte qui rêve encore beaucoup. C'est-à-dire que, paradoxalement, même si je me plonge beaucoup dans la tête de ce qu'il y a de pire dans l'humanité et dans le quotidien des flics, dans ce qu'il y a de plus noir chez l'être humain, je continue de garder une part de rêve en moi très très forte. Ça ne s'arrête jamais et je crois que c'est fondamental. C'est probablement aussi d'ailleurs dans le rêve que je vais puiser pas mal de mes idées. Même si mes idées sont parfois dignes de cauchemars, ce sont mes rêves qui me guident depuis le début et qui me guident encore aujourd'hui à 44 ans, donc j'espère que ça va durer. Comment vous viennent vos idées, vos inspirations? Vous êtes comme votre personnage, Hugo, vous avez une imagination débordante. Vous voyez la main noire du tueur partout. J'ai une grande imagination que je parviens à canaliser, heureusement. Parfois, mes personnages, Hugo en est un peu cette incarnation, mes personnages ont une imagination qui les dépasse et qui parfois prend le contrôle sur leur perception du monde ou des autres. Moi, j'ai ça, mais avec quelque chose de plus contenu. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais voir quelqu'un et mon imagination va me faire imaginer quelque chose d'un peu dingue, mais je vais le canaliser et je vais voir ce que je peux en faire, comment je peux en tirer quelque chose et surtout faire en sorte que ça ne se voit pas trop sur mon visage si quand vous me posez une question, je suis en train d'imaginer des trucs horribles autour de vous. Est-ce que ça veut dire que vous rencontrez des gens et tout de suite votre imagination s'emballe? Vous êtes dans une situation particulière et tout de suite vous imaginez ce que ça pourrait donner de façon tragique, dramatique, fantastique? Oui, c'est-à-dire que je ne bride pas mon imaginaire depuis très longtemps. J'ai toujours été comme ça et j'ai travaillé pour que ce soit comme ça. Donc, dans n'importe quelle situation du quotidien, j'essaie d'être très concentré sur ce que je fais parce que si je me déconcentre un tout petit peu, en 2 secondes, mon imagination prend le dessus et ça part dans tous les sens, mais ça peut être aussi bien merveilleux, formidable, très beau qu'horrible. Donc l'imagination ne se contrôle pas, elle ne s'oriente pas, en tout cas quand elle surgit, elle jaillit même et c'est elle qui choisit. Elle est probablement orientée de prime abord par l'inconscient, mais l'imaginaire, c'est un jaillissement, c'est une explosion. Et il faut faire gaffe parce qu'au quotidien, sinon notamment dans les interviews, je peux vous garantir que si à un moment vous me posez une question et que je laisse partir mon imagination, je ne pourrai pas vous répondre parce que je suis déjà parti ailleurs. Ou alors vous nous faites un roman en direct, ça peut être sympa aussi. C'est possible. Ça fait presque 20 ans que vous publiez, alors beaucoup plus que vous écrivez, mais que vous publiez 20 ans. Vous imaginiez, vous rêviez de ça il y a 20 ans, quand vous avez commencé à écrire dans votre chambre devant votre ordi, vous vous dites un jour je serai célèbre, j'aurai vendu 7 millions de livres, mon nom sera synonyme d'horreur. Je rêvais pas de chiffres précis, mais en revanche, oui, c'était un rêve. C'est-à-dire que j'écrivais en me disant j'espère qu'un jour je serai d'abord publié, que je serai lu, parce qu'une des raisons parmi d'autres pour laquelle j'ai commencé à écrire des livres, c'est que j'étais quelqu'un de très solitaire et que j'étais à la fois très solitaire, mais en même temps j'avais pas très envie d'être entouré de gens en permanence. Je suis quelqu'un d'extrêmement, profondément solitaire, avec le vrai paradoxe du solitaire. C'est-à-dire que j'en ai besoin de cette solitude et en même temps, elle me pèse souvent. Et dès que je suis en société, j'ai envie de solitude. Donc j'ai écrit aussi pour ça, parce que mine de rien, l'écriture me permettait de me sentir moins seul. Parce que si mon livre est lu et apprécié, c'est donc ce qu'il y a dans ma tête, quelque part, il est partagé. Je ne suis pas le seul à penser comme ça. Et donc, on est plein de petites solitudes mitoyennes. Et notre mitoyenneté, ce sont les pages de mes livres. Et c'est très rassurant, ça, pour quelqu'un comme moi. Donc, c'était une motivation très forte d'écrire, de me dire un jour, je serai lu. Après, je n'imaginais pas être lu par des milliers de gens ou être traduit dans des tas de pays. Voilà, c'est un rêve qu'on peut avoir quand on est gamin, quand on écrit un moment, mais c'est pas très... En fait, c'est complètement fou comme réalité. Il m'arrive parfois de faire de la promotion dans des pays étrangers, et quand je vais rencontrer des gens dans des librairies, dans d'autres pays, et que les gens font la queue pendant 3 heures pour me parler, et que je fais ça dans 5-6 pays, à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait moi ? C'est pas juste, en fait. Et il y a une culpabilité avec ça. Mais c'est pas juste que moi, qui ai la chance de vivre de ce qui me fait rêver, l'écriture, j'ai ce succès-là, qu'il y ait autant de gens qui ont envie de me rencontrer, de me parler, de me lire, que je gagne cet argent. Et
Et en faisant ça, et je trouve que c'est injuste pour tous les gens qui font des choses plus essentielles, les gens qui sauvent des vies, qui font à manger pour les autres, par exemple, n'ont pas cette chance-là, ne serait-ce que financièrement. Donc il y a toute une culpabilité derrière qui vient et avec laquelle il faut dealer régulièrement. Et pourquoi ça serait pas essentiel d'écrire et de procurer aux gens une forme de plaisir, de détente, d'être emporté comme ça. Les livres, c'est le vocabulaire du jour, c'est l'actualité. Les livres, c'est quand même essentiel. C'est essentiel dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une société dans laquelle on peut se permettre d'avoir du temps. On n'est plus dans un quotidien dans lequel on doit survivre. Hélas, c'est quand même le cas pour beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent avoir du temps. Et pendant très longtemps, l'humanité n'avait du temps que pour survivre. Il fallait trouver un abri, il fallait trouver un moyen de se protéger des conditions climatiques et surtout de trouver un moyen de se nourrir et d'échapper aux prédateurs ou aux voisins qui étaient belliqueux. Nous, aujourd'hui, on a globalement assez moins ces problématiques-là, donc on peut se recentrer sur du loisir. Et on est une société du divertissement, ça c'est vrai. En ce sens-là, quand on a ce temps-là, oui, je pense que le livre, pas le roman en tout cas, le roman devient essentiel. Je pense que le livre le livre pédagogique qui permet de partager, d'apprendre, lui il est essentiel depuis le début. Mais le divertissement ne l'est devenu qu'à partir du moment où on avait du temps pour se divertir. Et à partir de là, oui. Et si le divertissement fait réfléchir, alors oui, d'une certaine manière, il rend la société un petit peu meilleure. C'est ce que j'essaie de faire dans mes livres. D'où mon obsession de ne pas seulement raconter une histoire, mais de raconter une histoire qui fait réfléchir les gens. Donc en ce sens, je pense que le livre a quelque chose d'essentiel, mais c'est très frais et ça a quelque chose de, par moments, presque futile finalement, au milieu de tas d'autres choses, comme la télévision, bien sûr. Mais la futilité, c'est quelque chose de très important. On va passer au 4e mot, qui est rédemption. La rédemption, c'est une notion très très forte et très compliquée. D'abord, l'écriture est une forme de rédemption pour moi. Je sais pas, je n'ai aucune idée d'où je serais aujourd'hui si je n'avais pas eu l'écriture, si je n'avais pas pu me construire et me reconstruire grâce à l'écriture. Et puis au-delà de ça, au-delà de ma petite personne, par exemple, je passe beaucoup de temps en prison à donner des cours et à parler d'écriture avec des détenus, où la notion de rédemption devient quelque chose de fondamental, notamment pour ceux qui ont une idée à terme de comment ils vont se reconstruire une fois qu'ils sortiront. Ouais, c'est une vraie question et pour moi et pour les autres, et parfois dans mes livres, j'essaie d'en mettre un petit peu et parfois bien sûr de jouer avec pour montrer ce qu'on peut en faire de bien et parfois de mal. Est-ce que vous pensez que tout homme, même mauvais, même habité par le mal, est capable de rédemption ? Je l'ai pensé longtemps. Hélas, la confrontation avec la réalité m'a un peu fait changer d'avis au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que je pense que 99,9% des êtres humains ont droit à la rédemption et sont admissibles à la rédemption. Je pense hélas que pour une petite partie, il y a des êtres humains qui ne peuvent plus. Et c'est justement ces êtres humains-là qui sont heureusement extrêmement rares, qui deviennent des sujets d'études fascinants pour les gens comme moi. Parce que, pourquoi est-ce que finalement ils ne sont plus capables de rédemption ? On parlait des tueurs en série, je pense qu'ils en font partie, oui. Je crois, je me souviens avoir vu notamment une étude à une époque sur 298 tueurs en série qui avaient été relâchés parce que vice de forme, peine purgée ou tout simplement évasion. Sur les 298 avaient récidivé. Donc c'est assez parlant sur ce qu'ils sont et surtout sur le pourquoi ils font ça. Je pense que ça va au-delà même du désir sadique. Hein. On est dans une notion qui est purement presque de la survie pour eux. Ça fait penser au personnage du Silence des agneaux, ce tueur psychopathe extrêmement intelligent qui, face à une femme, l'agente du FBI qui vient l'interroger, commence à révéler quand même une part de lui qui est plus lumineuse que son personnage pouvait le laisser penser quand même. Il s'est laissé toucher. Vous pensez que ces hommes qui sont habités par le mal ne peuvent pas se laisser toucher ?
J'y crois pas une seconde. Non, c'est horrible à dire, mais c'est vrai. Hein. Je pense que, hélas, encore une fois, on parle d'une frange, vraiment tout petite de l'espèce humaine, heureusement, mais non, je pense que vous parliez du Silence des agneaux. Je pense que Hannibal Lecter se sert de la lumière pour l'attirer, pour pouvoir finalement fondre sur sa proie. C'est un stratagème. Mais ça, c'est typique des grands prédateurs. Les grands prédateurs ont mis en place des moyens de chasser. Et parfois, sont des spécialistes de la manipulation, vous savez. Et on le voit, hélas, dans les faits divers régulièrement. Les tueurs en série, très souvent, détestent confesser leurs crimes, sauf s'il y a une vraie raison derrière ça, qui peut être parfois narcissique, bien sûr. La plupart du temps, ils finissent par reconnaître un crime quand on leur a mis sous les yeux tellement de preuves qu'ils ne peuvent plus nier. Et il y en a beaucoup, hein. Fourniret, par exemple, il est comme ça, mais c'est un grand classique. Vous lui dites, vous avez commis ce crime-là, il vous dira non, c'est pas moi. Vous lui dites, tu as commis ce crime-là parce que, et là vous lui mettez la liste accablante de preuves, et là il voit qu'il n'a plus de porte de sortie pour pouvoir continuer d'être en position forte, maîtriser les débats et être encore quelque part au-dessus dans la discussion. Il va reconnaître que c'est lui, parce qu'en reconnaissant, à nouveau, on se met face à lui en position de faiblesse. Maintenant, on a besoin que tu nous racontes pourquoi. Ça n'est que de la forme de manipulation. C'est un stratagème de grand prédateur, mais je ne crois pas une seconde à la rédemption, hélas, chez ce type de grand prédateur. Le mal et le bien, c'est un combat permanent? C'est un combat permanent, en tout cas à l'échelle humaine. Je pense que c'est un combat qui n'existe pas à l'échelle géologique ou même de la nature dans son ensemble. Mais pour l'être humain, oui, mais parce que nous avons, par rapport au reste de la planète, cette espèce de morale, cette conscience réflexive de qui nous sommes. Et avec cette conscience réflexive, cet œil qui nous observe, cher à Victor Hugo, qui nous observe et pas seulement dans la tombe, cet œil-là, c'est aussi le nôtre qui nous amène forcément à nous interroger en permanence sur ce qu'on fait. Est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Est-ce que c'est mal? Et si c'est mal, en quoi est-ce que ça peut vraiment me déranger? Et pourquoi s'il ne faut pas que je le fasse? Ce type de réflexion, vous le faites pour chaque action. Vous avez ce type de discernement. Vous êtes toujours dans l'interrogation de savoir si vous êtes si vous marchez sur les bonnes traces. J'essaye d'être quelqu'un de plutôt bien, c'est ça le vrai problème. J'écris des horreurs et pour autant j'essaye de tout faire pour être quelqu'un de bien dans mon quotidien. Bien par rapport à quoi? Par rapport à mes valeurs à moi, même si on ne m'observe pas. Alors parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Mais c'est un combat personnel. Mes livres parlent de ce qu'il y a de pire, justement parce que c'est un moyen pour moi de me rassurer, mais aussi de dire aux autres, voyez ce qu'il y a dans l'horreur, voyez ce qu'on peut en tirer comme leçon. Parce que dans chacun de mes livres, encore une fois, j'essaye d'avoir un angle différent, d'aller dans une direction qui est intéressante. Donc, il y a ce combat permanent en moi, dans mes livres. En tout cas, c'est quelque chose de presque envie de dire d'amusant, mais difficile. Dans vos livres, le mal triomphe souvent. Est-ce que c'est vrai dans la vie aussi? Je crois que c'est un moyen de me rassurer finalement quand ça se finit mal dans mes livres. Heureusement pas toujours. Mais au-delà de ça, je crois que ça ne marche pas un roman qui essaie de nous faire réfléchir si le roman n'est pas jusqu'au bout dans ce qu'il nous raconte. Et parfois dans ce que je raconte, heureusement pas toujours, il y a une espèce d'évidence à ce que tout ne se termine pas bien, parce que la réalité est comme ça, parce qu'on rêverait de vivre dans un monde où tout se termine bien, mais on sait très bien que ça n'est pas la réalité. Et dans mes livres, j'essaie d'être ce reflet-là de la réalité, et que parfois je mets tout en place pour que ça se termine mal, mais on va trouver un moyen de s'en tirer bien, et il y aura quelque chose à en tirer de positif. Mais même quand ça se termine mal, parce qu'on se dit, c'est une telle évidence que si ça se termine autrement, ça n'est pas réaliste, ça n'est pas logique, et du coup ça va atténuer la portée presque philosophique de ce que j'avais envie d'amener dans mon livre. Donc je fais ce choix en cours d'écriture. Parfois je le sais avant même de commencer le livre, ça va bien ou mal se terminer. Parfois j'ai pas d'évidence et c'est le récit qui va m'aider à trouver la fin. Mais d'ailleurs c'est un moment parfois très dur, très fascinant, mais d'accepter de se dire que ces personnages qu'on a aimés
ne peuvent pas s'en tirer, ne peuvent pas avoir une fin heureuse, parce que ça brouillerait le message, et que la logique veut que ça se termine mal. C'est pas facile à écrire, ça. Merci Maxime Chatham, on arrive à la fin de cette deuxième partie. Ne bougez pas, j'arrive. Tout va bien ? Très bien. Bon, c'était pas trop compliqué d'être toute seule comme ça, en plateau ? Il y a un côté un peu dérangeant à s'adresser à une voix qu'on ne voit pas au milieu d'une pièce capitonnée. Oui, c'est un peu étrange. Vous imaginez ce que les fous endurent ? Ouais. Voilà. Mais l'écriture, c'est aussi une certaine forme de folie contrôlée. C'est avoir plein de voix qu'on maîtrise et qu'on laisse parler au moment où ça nous arrange. Non, vous n'êtes pas fou, rassurez-nous. Je réécoutais ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des phrases assez étonnantes. Vous avez dit à un moment que vous vous trouviez bizarre. Vous vous trouvez bizarre, Maxime Chatham ? Maintenant, ça va mieux. J'ai 44 ans, donc je commence à comprendre qui je suis vraiment. Oui, je me suis posé des questions. Je pense que c'est quand même assez simple, moment de se poser des questions quand on écrit des livres aussi noirs, quand on passe 10 heures par jour pendant presque 20 ans à décortiquer ce qu'il y a de pire chez l'être humain, et d'en faire des divertissements. Forcément, je me suis interrogé sur pourquoi je fais ça. Et je me souviens un jour, une séance de dédicace, je faisais une petite conférence avant, et quelqu'un m'a dit « Pardon, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, dans votre vie, pour que vous écriviez des horreurs pareilles ?» Et je me souviens que sur le coup, quand il m'a dit ça, il y a une seule réponse qui m'est venue, c'est de lui dire « Vous savez, je crois qu'il y a pire, il y a les gens qui payent pour lire ces horreurs. » Parce que moi, finalement, je suis payé pour les écrire quelque part. C'est vrai, on pourrait voir ça comme ça. En même temps, quand on vous regarde, c'est drôle parce que on se dit, mais il a l'air d'un type sympa, d'un bon père de famille. Alors que par exemple, Stephen King a la tête de l'emploi. Ah ouais. On est d'accord. Il a une tête totalement hallucinante, Stephen King. Il a une tête de fou quand même. Il a une tête particulière. Il en joue sûrement, mais pas vous. Vous n'avez pas cette tête-là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que je suis quelqu'un finalement de fondamentalement positif sur le court terme, donc j'essaie d'être optimiste dans les petites pensées quotidiennes, et du coup d'être un peu souriant, ce genre de choses, mais ma femme vous dirait que quand je descends de mon bureau, que je viens de passer 10 heures en tête à tête avec un tueur en série, il paraît que j'ai une tête pas très sympathique. Il vaut mieux pas vous croiser. C'est pas à ce moment-là qu'il faut donner les bulletins de notes quand ils sont pas très bons. Non, vaudrait mieux pas. Vous avez dit tout à l'heure, je m'efforce d'être un homme honnête, quelqu'un de bien en fait. Et c'est un honnête homme en fait, je pensais à ça. Il faut du courage pour justement être quelqu'un de bien, savoir dire non. Enfin, vous êtes quelqu'un de célèbre, vous gagnez bien votre vie, vous l'avez dit, il y a des gens qui font la queue pendant des heures pour venir vous voir. Est-ce que pour garder la tête froide, pour vous rappeler que il y a justement, ce que vous disiez aussi, écrire n'est pas considéré comme essentiel, rester à sa juste place, c'est un combat ou c'est quelque chose de naturel chez vous ? J'ai eu la chance d'avoir du succès très jeune, très tôt, de gagner de l'argent très tôt, de voir des tas de gens qui faisaient la queue pour me voir. J'avais pas 30 ans et je me suis dit, voilà, enfin, faut faire hyper attention, faut être très vigilant parce qu'il y avait tous les ingrédients pour devenir un petit con en fait, il n'y avait pas d'autre mot. J'espère ne pas l'avoir été. Je crois que c'est pas tant de l'honnêteté ou du courage. Je crois qu'il faut juste. Moi, je remercie mes parents. En fait, j'ai eu déjà un bon socle, des vraies valeurs dès le début. Mes parents m'ont appris ce que c'était que la vraie vie, ce que c'est que de travailler. J'ai aussi la chance quelque part d'avoir une vie avant où j'ai dû bosser pour vivre, de pas avoir cette vie-là aujourd'hui. Donc, la vraie difficulté, elle est à un moment de savoir, d'être conscient du privilège, du luxe qu'on a de vivre ça, mais de ne pas finalement trouver une excuse pour pas se poser les questions, parce que ça dérange, parce que la culpabilité qui va avec le succès, à un moment, il faut la prendre, il faut pas trouver des excuses pour la repousser en se disant non, mais après tout, je travaille beaucoup, je mérite tout ce que j'ai. Non. La réalité, c'est que des gens qui travaillent énormément, qui donnent tout ce qu'ils ont pour ce qu'ils font et qui n'ont derrière pas la chance d'en vivre, voire même de très bien en vivre, etc. Et j'ai toujours en tête l'exemple de mes parents. Mes parents sont des gens fondamentalement bien, bons. Ils ont travaillé toute leur vie énormément. Ils sont pas à plaindre, mais ils ont eu des moments parfois certainement très difficiles. Et des gens comme eux, il y en a des millions dans la France, dans d'autres pays, et encore moins bien lotis, encore plus peut-être.
bah voilà, j'oublie pas ça, j'oublie pas d'où je viens, qui je suis et cette chance. Donc je crois, enfin, au fond, en fait, cette culpabilité qui parfois me pose un vrai problème, hein, clairement, doit quelque part aussi peut-être un peu me rassurer, parce que je pense qu'en me rattachant à cette idée-là, je dois pouvoir me dire encore de temps en temps, c'est bon, t'es pas devenu un sale type, puisque tu ressens encore ce problème avec le succès, avec ce que tu fais. Ouais. Vous êtes resté quelqu'un de bien. Il y a aussi. Bah c'est bien. En fait, c'est ce qu'on nous demande, de toujours tenter, refaire à chaque fois, même si de temps en temps on fait quelques écarts. Vous avez une autre phrase aussi. C'est le choix des mots qui m'a un peu interpellée. Vous avez dit, j'ai pas la chance de croire. Vous pensez que croire, c'est une chance ? Ah, j'en suis convaincu. Ouais. Et pourquoi ? Parce que je pense que croire, quand on est traversé par la foi, par exemple, il y a déjà des certitudes qui se mettent en place. On est moins dans, peut-être moins dans l'attente. On sait déjà un peu où on va. Moi, je suis dans une position un peu inconfortable de me dire, il y a peut-être rien, il y a probablement rien. Et finalement, tout ce que je fais, je ne le fais que très égoïstement pour moi, parce que je pense qu'en me comportant de cette manière-là, je contribue à rendre le monde tel que j'aimerais qu'il soit. Et si on fait tout ça, le monde est un peu meilleur, je crois, j'espère. Alors que si on pense chacun à sa petite personne en permanence, en se disant oui, non, enfin c'est bon, je vais pas non plus, voilà. Le monde sera à l'image de ça. Et je crois que c'est très difficile d'avoir des valeurs et de s'y tenir sur le long terme, quand en plus on est conscient que tout ça ne sert à rien, sauf peut-être à croire qu'on rend le monde un petit peu meilleur à sa portée. Hein. Vous ne croyez pas quand même que le fait d'être bon, d'être bien, d'être quelqu'un de bien, d'enseigner les choses importantes à ses enfants, comme la différence entre le bien et le mal, c'est pas rien ? C'est pas que c'est pas rien, mais je ne le fais uniquement parce que je pense que c'est nécessaire pour que le monde soit meilleur. Je le dis souvent, je trouve que le monde est effrayant, l'humanité à long terme est effrayante, et je pense que si on se comporte tous de façon bien, mais dans des petites choses du quotidien, ça peut aider, et c'est tout bête, hein, c'est aider quelqu'un à traverser, c'est s'arrêter avec sa voiture devant quelqu'un qui allait traverser, même si on se rend compte qu'il n'y a personne derrière, il aurait pu traverser après, et donner un sourire. Bon, je dis pas que je le fais à chaque fois, mais quand je le vois, j'y pense, c'est des choses très simples, puis ça peut être des choses beaucoup plus fortes, bien sûr, mais ça, si à la fin vous dites pas, je serai pas jugé, je m'en fiche, en fait, le jour où je vais mourir, tout ce que j'aurais fait de bien et de mal, en fait, je n'en tirerai aucun bilan personnel, ça rend les choses encore plus difficiles. Donc il faut vraiment les faire pour des bonnes raisons. Parce que si on vit sa vie en disant attention, parce qu'à la fin je serai jugé, forcément on ne fait pas les choses de la même manière. Donc je crois que c'est génial d'être croyant, parce que quelque part, ça aide un peu. Ça devient peut-être un petit peu moins difficile de se comporter de façon bien. On peut aussi, on peut avoir peur du jugement de Dieu, mais on peut aussi, par amour pour l'autre, c'est ce que vous faites, c'est votre mécanisme, faire les choses par amour pour les gens qui vous entourent, par amour pour cette humanité que vous vous plaisez de temps en temps à abattre. En fait, ça fonctionne, c'est votre moteur à vous. Oui, moi je marche comme ça, je me suis fixé un cadre qui est le mien, c'est mes valeurs, et j'essaye de les défendre, je veux les enseigner à mes enfants, j'essaye de les propager parfois aussi dans mes livres. Quand j'ai fait notamment une série qui s'appelle Autre Monde, qui est une série qui pour le coup n'est plus du tout du roman d'horreur ou policier, c'était une série de romans d'aventure, et je la destinais à un public jeune au début. Je me suis rendu compte en écrivant les premiers romans que j'étais incapable d'écrire pour la jeunesse, que j'écrivais pour moi. Donc oui, ça peut être lu par des jeunes, mais ça peut être lu par les adultes comme moi qui ont encore un esprit rêveur. Et cette série-là, c'est uniquement ça le moteur principal de la série, c'est de faire du rêve, mais avec des valeurs, de raconter ce que serait le monde s'il n'y avait plus d'adultes, que des enfants qui survivent. Comment est-ce qu'eux, ils vont reconstruire leur société dans un univers extrêmement dangereux, avec des prédateurs, une nature hostile. Comment est-ce qu'eux, ils vont reconstruire leur monde en sachant qu'ils ont eu pour modèle notre société à nous, qui a plutôt mal terminé au début de mon roman. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre. Je l'ai écrit. Ça s'appelle la rédemption, c'est une forme de rédemption, savoir si on peut se redresser derrière quelque chose de cataclysmique. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai écrit, je n'avais pas encore d'enfant.
et je me rends compte que finalement, je m'adressais déjà quelque part à mes enfants. Et bien voilà. Merci beaucoup, Maxime Chatham. On arrive à la fin de cette émission. Je pense qu'on aurait pu rester encore un petit peu à discuter sur le bien, le mal, parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Merci, parce qu'effectivement, on tire beaucoup plus de choses qu'on ne pouvait imaginer d'un thriller, grâce à vous, en tout cas. Je rappelle le nom de votre dernier livre. Il y en aura beaucoup d'autres à paraître. Illusion, paru chez Albin Michel. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur kto.tv.com. À la semaine prochaine.